Et salut tout le monde, c'est Steed. On se retrouve cette fois-ci pour une vidéo un peu particulière. On a fait très récemment un petit rallye aérien sur le jeu Microsoft Flight Simulator pour l'Asgari. Alors l'Asgari c'est quoi? C'est d'abord un personnage bien connu sur le monde de Microsoft Flight Simulator, Asgard, qui a d'ailleurs son serveur et pas mal de monde qui tourne sur Microsoft Flight Simulator, donc je vous invite à les rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Donc là, on a fait un petit rallye pour eux, le premier de plusieurs qui devraient suivre prochainement. On va essayer d'en faire un par mois si on y arrive. Donc, en quoi ça consiste? Je vais vous lire un texte. Dans ce texte, il y aura 10 lieux à découvrir. Le premier étant le point de départ, je vais vous le donner tout de suite, c'est l'aéroport de Strasbourg. Vous l'aurez deviné, la région, c'est l'Alsace. Je vais vous donner ce texte. Dans ce texte, il y a 10 lieux à découvrir. Écoutez bien, lisez bien, ce sera également noté. Lisez bien, écoutez bien et faites vos recherches. Je vous invite à faire ces recherches avant de continuer la vidéo du vol à proprement parler. Histoire de, au minimum, comparer les réponses. Et après, si vous avez envie, faites-vous un plan de vol, faites-le vous-même, et Google Maps, n'importe, faites-vous un plan de vol, et puis allez voler et visiter ces lieux en passant par le simulateur. Je vais vous lire le texte, écoutez bien. J'ai pris mon envol depuis Strasbourg, en passant par cette montagne devenue tristement célèbre en ce jour du 20 janvier 1992. Proche d'un camp, des milliers d'âmes désormais reposent sous le regard d'un château du XIIe siècle. J'étais en toute liberté sous son regard, alors que sa grande sœur veille en Amérique la flamme à la main. Tandis que non loin de là, des bolides foncent à toute vitesse sur cet anneau. Tu es responsable de ce que tu as apprivoisé, mon petit prince, cria le vieil Armand, alors qu'il garde à l'intérieur les mémoires de tous ceux qui sont tombés. Sous la surveillance du radar en forme de grand ballon, je fis un dernier tour de cette tour de l'Europe avant d'aller à jamais me poser dans cette forêt par accident, en ce jour du 26 juin 1988. Je le répète, Strasbourg, lieu de départ, ensuite 10 indices à découvrir, 10 points de passage, et vous aurez votre plan de vol. On va faire ce petit vol ensemble. À partir de là, si vous avez fait vos recherches, vous pouvez continuer la vidéo. STID 1975 leaving my airspace frequency change approved. Strasbourg Tower, STID 1975 frequency change. Strasbourg approach STID 1975 is type extra 305 miles southwest of Strasbourg, 2,500 feet. Request flight following. STID 1975, Strasbourg approach. Squawk Tree 465. Squawk Tree 465, STID 1975. STID 1975 radar contact 6 miles southwest of Strasbourg, 2,800 feet. QNH 29.902. Roger, STID 1975.
Le 20 janvier 92, à 19h20, alors que l'Airbus A320 du vol Air Inter 148 faisant la liaison Lyon-Strasbourg, pendant son approche, est venu s'écraser sur le sommet du mont Saint-Odile. Donc l'accident a causé 87 morts, passagers et membres d'équipage, dont les 2 pilotes. Seuls 9 occupants de l'avion ont survécu. Donc là on passe au-dessus mais on n'y voit rien. Normalement il y a une petite stèle dans la forêt, en mémoire du crash. Mais on n'y voit rien. Donc la cause serait due à une erreur d'entrée des données dans le FCU, le Flight Control Unit, et de lecture sur le PFD, Primary Flight Display. Donc il pensait descendre avec un angle de 3,3 degrés, mais descendait en fait avec une vitesse de descente de 3300 pieds minute, donc 16,7 mètres secondes. C'était bien trop rapide. Et ils sont arrivés alors qu'ils se concentraient sur l'alignement de la piste. Ils ont pas regardé les instruments et puis ils sont venus s'écraser sur le mont Saint-Odile. Le deuxième lieu, c'est le camp de concentration de Natzweiler-Struthof. Donc nous sommes pendant la Deuxième Guerre mondiale, la France est occupée. En 1940, septembre 1940, les nazis découvrent à proximité du village de Natzweiler, qui a été appelé plus tard Natzweiler par les Allemands, ils ont découvert un filon de granit rose. Donc en mars 1941, le Reichsführer Heinrich Himmler a ordonné d'implanter un camp de concentration à cet endroit pour exploiter la roche, le granit, au profit du Reich. Le camp est officiellement ouvert le 1er mai 1941. C'est le seul camp de concentration qui a été établi par les nazis sur le territoire français. De 41 à 44, il y a même eu des expériences médicales, dont des fameux essais avec le gaz moutarde. Entre 41 et 45, on compte environ 52 000 prisonniers dans le camp principal, sachant qu'il y a d'autres petits camps apparemment autour. Donc ce camp est toujours visitable, et très visité. On peut vraiment voir les installations, celles qui sont encore présentes. Et on sent l'atmosphère vraiment pesante quand on est dans le lieu. Il y avait environ 32 nationalités représentées. 25 000 sont de nationalité polonaise ou soviétique, plus de 7 000 français. Et à partir de 1942, il devient un lieu d'exécution pour les condamnés à mort, prononcés par les tribunaux nazis. On estime environ 17 000 à 22 000 le nombre de morts dans ce camp. Fin août 1944, devant l'avancée des forces alliées, ils décident d'évacuer le camp principal et la majorité des détenus est transférée à Dachau, et qui fut le premier camp de concentration créé en Allemagne à côté de Munich.
STID 19er75, contact Strasbourg. Approach on 119er.58. Good day. Going to 119er.58 STID 19er75. Strasbourg approach STID 19er75, 2,100 feet. STID 19er75 Strasbourg, approach QNH 29er.9er to continue. STID 19er75 contact. On arrive sur le troisième lieu, le château fort alsacien du XIIe siècle, qui est en fait le château du Haut-Königsbourg. Situé dans le massif des Vosges, à une altitude de 757 mètres. Il y a également eu sur les montagnes qui sont adjacentes plusieurs autres châteaux qui appartenaient à la même famille, Hohenstaufen, et furent construits par Frédéric le Borgne pour surveiller en fait et contrôler la route d'Alsace nord-sud. Comme vous pouvez voir, la vue est assez prenante et elle surplombe tout, donc il y a vraiment une très bonne visibilité. Il a subi de nombreux dégâts pendant les différentes guerres et furent construits autant par les Allemands que par l'État français lui-même, qui en avait pris possession en 1919, avant que la propriété ne soit transférée au Conseil général du Bas-Rhin en 2007. Il attire énormément de visiteurs, on compte environ plus de 500 000 par an. C'est vraiment un château qui est vraiment très visité et qui surplombe vraiment énormément la vallée, enfin la plaine. Après quoi, on se dirige sur notre quatrième lieu, la Statue de la Liberté. Donc, la flamme à la main, la grande sœur qui surveille depuis l'Amérique. Donc celle-ci a été construite en commémoration des 100 ans de l'artiste Auguste Bartholdi. C'est une réplique en résine qui est haute de 12 mètres. Elle a été sculptée dans le cadre justement de la commémoration des 100 ans, du centenaire de la mort de... qui lui-même était natif de Colmar et créateur de la Statue de la Liberté qu'il appelait autrement à l'époque la liberté éclairant le monde. Going to 130.9er STID 19er75. Approach STID 19er75, 900 feet. STID 19er75, approach QNH 29er.9er to continue.
Après quoi, on se retrouve sur le circuit de l'Anneau du Rhin. Alors un circuit long de 4 km si je ne me trompe pas. En 1996, l'industriel Marc Rinaldi, donc son fils François Rinaldi et sa belle-fille Caroline Bugatti, la petite fille d'Ettore Bugatti, en association avec la famille Spengler, dont Bruno Spengler est pilote DTM, fondent ce circuit privé sur la commune de Bilsheim dans le Haut-Rhin. Il y a souvent des courses, il y a des courses nocturnes, il y a des courses avec des voitures de prestige, il y a énormément de courses, que ce soit moto, voiture, beaucoup d'événements sur le circuit également. Et après, on continue sur le suivant, qui est le Petit Prince. Alors c'était quoi? Lundi c'était le Petit Prince. En fait, en Alsace, on a un parc dédié, s'appelle le parc du Petit Prince. Le 1er juillet 2014, le parc du Petit Prince, une superficie de 24 hectares, a ouvert ses portes après un appel de projet suite à la fermeture du bioscope, qui était le parc précédent, mais sur le même lieu. Donc il conserve l'agencement centré sur la simulation d'un crash de météorite. Sur le milieu du parc, il y a une simulation de crash de météorite. Et il garde la même décoration. Et présente de nouveaux décors inspirés de l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry, dont un fameux biplan rouge. La saison d'ouverture se termine avec 90 000 visiteurs. Pour la première saison, c'est pas trop mal. Pour son deuxième exercice, le site de loisirs enregistre 120 000 entrées. Et en 2017, il atteint pour la première fois les 200 000 visiteurs. Ensuite, bon, il y a eu entre-temps le Covid, etc. Donc ça a de nouveau baissé un petit peu, mais on tourne à peu près à ces alentours-là. Le parc fête désormais ses 10 ans et ne cesse de s'améliorer avec de nouvelles attractions et spectacles au fil du temps. C'est vraiment un parc qui évolue. Bon, on n'est pas aussi à la pointe et évolué que le parc, que Europa Park, pardon. Mais c'est un petit parc vraiment sympa quand on a des enfants. Vraiment un parc avec des décors et une ambiance vraiment intéressante. Alors, ensuite, on continue avec une bonne ascension vers le sommet du Grand Ballon. Alors, si je vous ai mis ça, c'est tout simplement parce que je voulais y voir. À la base, je voulais y voir le radar du Grand Ballon. C'est surtout ça que je voulais voir, avec l'information dans le texte. Mais bon, sur Microsoft Flight Simulator, pour ma part en tout cas, il n'était pas modélisé. Il a été remplacé par une maison, une simple maison.
lorsqu'on arrive au sommet du Grand Ballon, le point culminant du massif des Vosges, qui s'élève quand même à 1424 mètres, on y trouve normalement un radar de surveillance aérienne. Donc le sommet est équipé depuis 1997 d'un radar secondaire de navigation aérienne servant à l'aviation civile. Ce radar est utilisé pour la gestion du trafic aérien du centre de contrôle régional de Reims, ainsi qu'à l'approche des aéroports internationaux de Mulhouse et Strasbourg. L'antenne radar UHF est protégée du vent et des intempéries par un radome blanc, un grand ballon rond blanc, surmonté d'un paratonnerre. Le centre du radome se trouve lui à 1435 mètres. C'était ça que je voulais montrer, mais malheureusement, en tout cas pour ma part, il ne s'affiche pas comme un ballon rond. Désolé. Mais pour ceux qui avaient fait l'épreuve, j'ai vu qu'ils avaient quand même un petit ballon qui s'affiche. D'ailleurs, pour ma part, j'avais la statue de la liberté qui s'affichait, eux ne l'avaient pas. Il y a peut-être des mises à jour de la région à faire. Ensuite, on continue notre trajet et on va passer au-dessus du Vieil Armand. À la base, le Vieil Armand, c'est le Hartmannswiller Kopf. Provient du nom du village, Hartmannswiller, et la butte, la tête, qu'on appelle Kopf en allemand, qui la surmonte. Donc les poilus à l'époque qui ne parlaient ni allemand ni alsacien ont rebaptisé le Hartmannswiller Kopf le Vieil Armand. Je ne sais pas pourquoi, c'était plus simple pour eux, c'est tout. Je peux pas en dire plus. Alors il est également surnommé la mangeuse d'hommes, ou la montagne de la mort par les poilus. Les principaux combats ont eu lieu en 1915 et ont fait près de 25 000 morts. Du coup on y trouve un monument national en leur honneur. Inauguré en 1932 par le président de la République, qui fait partie des 4 monuments nationaux dédiés à la Première Guerre mondiale. Dans la crypte, on y trouve un ossuaire qui renferme les restes d'environ 12 000 soldats inconnus. Et le cimetière militaire lui-même comprend 1640 tombes de soldats français. On continue notre chemin, on descend sur la plaine, direction Mulhouse.
centre de Mulhouse, on aperçoit la Tour de l'Europe. Alors la Tour de l'Europe, c'est un gratte-ciel en béton essentiellement résidentiel, situé dans le centre-ville de Mulhouse. Sa forme triangulaire symbolise entre autres la région mulhousienne, qui est une zone de jonction des 3 pays européens, l'Allemagne, la France et la Suisse. C'est pour ça qu'ils ont fait cette forme. On a la chance dans cette région d'avoir frontières vraiment très proches de ces 3 pays. Donc, la tour a été mise en chantier en avril 1969, sa construction fut achevée fin 1972. Le projet initial de 1965 prévoyait une hauteur de 130 mètres. Et face au surcoût lié aux normes de sécurité, la hauteur a été réduite à 100 mètres, hors sol. Il comporte 180 appartements et studios répartis sur 28 étages. Au 29e se trouve une terrasse de 550 mètres carrés. Et enfin, au 30e et 31e se trouve un restaurant panoramique qui, à l'époque, effectuait une rotation complète en 75 minutes. Donc, le restaurant tournait sur lui-même, c'est vraiment super, c'était très agréable et la vue était vraiment sympa. Malheureusement, le mécanisme a un peu vieilli et le restaurant ne tourne plus. Alors tout de suite après Mulhouse, on arrive directement sur le dernier lieu du texte qui était à trouver. C'était l'aérodrome d'Apsheim. Tristement célèbre parce que le 26 juin 88, un Airbus A320 d'Air France est venu s'y écraser pendant un meeting. Donc l'A320 était censé faire une démonstration, était affrété avec 136 personnes à bord. Qui était censé faire 2 passages, il décollait de Bâle-Mulhouse et était censé faire 2 passages, un à très basse vitesse et très basse altitude et le second à haute vitesse et assez basse altitude. Mais apparemment c'était justement le moment où l'Airbus venait un peu de sortir à 320. Le pilote qui volait sur cet avion avait plus de 10 000 heures de vol, 138 sur la 320. Et c'était un fervent défenseur de la 320 avec le vol électrique et by-wire. Donc ils ont fait son approche, il était beaucoup trop bas. Que pour son premier passage, il devait être à 100 pieds, environ 30 mètres de haut. Et son premier passage, il l'a fait à environ 10 mètres de haut à peu près. Il était vraiment très bas. Sachant que les arbres étaient eux à 12 mètres de haut, les arbres les plus proches en bout de piste. Donc en faisant ce passage, il a remis les gaz, mais l'A320 à basse altitude et à basse vitesse, mais plusieurs secondes avant de repartir vraiment à plein régime. Donc le temps qu'ils remettent les gaz, c'était trop tard et il est venu s'enfoncer dans la forêt. Donc voilà, c'était une minute un peu triste pour cette fin de rallye. J'espère que vous aurez apprécié ce petit moment, malgré les histoires un peu tristes de la région. Mais il n'y a pas que des histoires tristes, hein. Il y a d'autres histoires un peu plus joyeuses quand même. Donc j'espère que vous aurez aimé, que ce petit voyage vous aura plu. J'espère que vous le ferez. C'est un petit plan de vol qui prend pas trop longtemps, entre 30-40 minutes, tranquillement. Je vous invite vraiment à le faire et je vous invite surtout
à ne pas faire ce vol sans avoir fait la recherche avant, qui est vraiment très intéressant. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi sur cet épisode. Il y en aura d'autres qui viendront par la suite. Ceci, c'est le premier rallye qu'on a fait pour l'Asgari. Merci encore à eux d'avoir joué le jeu et d'avoir fait cette recherche, enfin ces recherches, et d'avoir fait ce vol. Je vous remercie également, et puis je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, c'était Steed. Salut tout le monde.